Salut à tous, c'est Marhaba Bikoum pour le 11e numéro d'On s'en fout depuis les studios de Podcasty et avec une composition inédite, même si vous connaissez les membres de l'équipe. À ma gauche, Mounir Messari alias Paco, que l'on ne présente plus, bienvenue. Merci Wadi de ton invitation. Et à ma droite, Amin Abdelmoula, tu es consultant en technologie et créateur de contenu autour du foot. Soyez les bienvenus, messieurs. C'est la première fois que vous vous retrouvez tous les deux. Ça laisse augurer d'une émission où il va y avoir beaucoup de choses à dire. Mais comme le veut la tradition, on commence bien évidemment par vos instants foot et vos instants faute. Avec toi, Paco. Instant faute, on va parler du Wydad, instable. Un match contre Esfi très difficile. Match nul, donc les Wydadiens ne sont pas contents. Coupe de la CAF, on l'évoquera dans un instant. Ben Hachem déjà le départ, donc la relève c'est qui? On n'est pas, donc l'impasse. Et l'instant foot, je suis content d'apprendre hier que 2 stades d'Espagne n'ont pas été pris par la FIFA. En l'occurrence celui de Malaga et celui de la Coruña, donc 9 stades au lieu de 11. Le stade de Bernabéu aussi, mauvais rapport de la FIFA. Donc il se peut que le Maroc reçoive la finale, Inch'Allah, en 2030. La finale de la Coupe du Monde. Ouais, mauvaise nouvelle pour les Espagnols, mais bonne nouvelle pour les Marocains. Bonne nouvelle pour les Marocains. Ce qui fait le malheur des uns fait forcément parfois le bonheur des autres. Amine, de ton côté? De mon côté, l'instant faute, ce sera donc la programmation de la Botola, qui risque de ne pas se terminer. Donc aujourd'hui, à force de pouvoir et de vouloir faire plaisir à tout le monde, on risque justement pour peut-être la première fois de notre histoire depuis très longtemps de ne pas terminer les journées de la Botola avant la Coupe du Monde, la date qui était prévue, ce qui risque de créer de gros problèmes. Parce qu'elle est suspendue par la compétition africaine. Elle a été suspendue pour plusieurs raisons, pour le Chan, pour la Coupe arabe, pour la Coupe Afrique. Maintenant, on les a arrêtés aussi pour permettre aux clubs qui sont engagés dans les compétitions européennes, africaines de jouer. Et donc, à force de cumuler tous ces retards-là, on risque de ne pas terminer. Et l'instant foot, c'est de l'autre côté, c'est la compétence de nos cadres marocains qui commence maintenant à s'exporter et à être appréciée par plusieurs fédérations, notamment la fédération jordanienne qui vient donc d'officialiser le recrutement de Gerindo, on en parlera par la suite en tant que sélectionneur des U23 et de Lamia Moumedi en tant que sélectionneuse donc des féminines de l'équipe de Jordanie. Les Jordaniens qui font leur marché footballistique au Maroc, et c'est pas une première, on l'évoquera dans le détail dans un instant. Ce qui nous occupe pour démarrer cette émission, c'est bien évidemment l'avenir de la sélection nationale. On a un sélectionneur, c'est déjà une bonne chose. On n'a pas encore de staff complètement établi. Il y a 2 matchs qui se profilent à l'horizon pour le test de l'équipe nationale. L'Équateur le 27 mars et le Paraguay le 31 mars. L'un se jouera en Espagne, l'autre en France, dans le nord de la France même précisément. À quoi devrait ressembler la composition de l'équipe nationale? La liste est très attendue. Paco? Elle est très attendue. Voilà, tout le monde attend jeudi l'annonce officielle de tous les joueurs, de la liste des joueurs. On a quand même plus de 50 joueurs qui sont sur la liste. Qui sont, personne ne le sait. Donc, j'espère qu'on ne va pas rentrer dans des khwatar. J'espère que Wahabi va être sincère et prendre des joueurs qu'il faut. Il a une très bonne panoplie. Bon, c'est vrai qu'il a eu un héritage avec un Maroc sans défense. Déjà que maintenant, un Nanef Elger qui a été opéré. On a Massina sans club. L'infirmerie est pleine, ouais. L'infirmerie est pleine, donc on a une grande clinique au Maroc, il est temps d'arrêter. Et on a un bon choix. On a Bouaf, en arrière, on a les nationaux, on a le Ouadni, on a Harimat. Même en milieu de terrain, en avant-centre, on a le jeune Diel Fès qui est magnifique, Ben Jdida, qui fait une très bonne saison. On a le jeune Diel qui est au Portugal, 17 buts. Mais il a un choix de faire une très bonne équipe pour la Coupe du Monde. Amine, de ton côté, à quoi devrait ressembler cette équipe nationale? Pour ma part, je ne m'attends pas à beaucoup de surprises. C'est vrai que, comme l'a dit Paco, le chantier principal aujourd'hui de Wahbi, ça sera de refaire la défense centrale de l'équipe nationale, notamment avec l'absence de Massina et la décision de Naif Aguerd de subir une opération. Donc on va se retrouver peut-être pour la première fois avec une charnière centrale inédite qui n'a jamais joué ensemble.
Et bon, à quelques mois de la Coupe du Monde, ça fait un peu, c'est inquiétant, il faut le dire. Mais maintenant, moi, je suis convaincu que Wehbi, avec sa capacité, ses compétences, sera capable de pouvoir au moins nous proposer donc une charnière qui sera capable de tenir le choc pendant ces matchs-là et de préparer donc la prochaine Coupe du Monde. Le principal challenge, Paco, ce serait peut-être de concilier deux générations qui vont se confronter au sein d'une même équipe. On a vu ça sur plusieurs sélections, sur plusieurs clubs. Donc, bon, c'était une façon. À Wahbi, on a vu, stratège, technicien, c'est quand même un entraîneur qui fait de belles choses. Il est champion du monde quand même. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le staff. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a déjà Sacramento qui est une très bonne chose. On va avoir les Tahramia de Moreno, c'est les joueurs. Les radis allemands qui font qui font يدبروا الحمرات بلانتيتي tout ça, c'est une bonne chose. Sacramento, il est fort en ça. C'est un homme qui ما خارج كورة, c'est par expérience. C'est où le terrain ou le rebé. Et on verra. Bon, il y a Hadji qui a été annoncé, il y a Adil Ramzi qui a été annoncé. Mais en termes de jeu, Zama, on ne peut rien dire pour l'instant. On va voir le premier match contre l'Équateur. Vous le radicaux Nachnouké. Le staff, ça aussi un élément clé. Comment tu l'envisages? Bah, il y a deux rumeurs pour le moment. Il y a soit Youssef Hadji ou soit Adil Ramzi. Dans les deux cas, en tout cas, ce qu'on peut voir par déjà ce qui ressort aujourd'hui, c'est que Wehbi se positionne comme l'antithèse de Regragui. Déjà dans ses choix d'assistant, parce que Regragui était plus dans une sorte d'entraîneur où il voulait être le centre donc, de l'attention, il voulait toujours être celui, le sachant donc, du football, alors que de l'autre côté, on a un coach comme Wehbi qui n'hésite pas à ramener des assistants qui ont plus d'expérience que lui dans le domaine du football professionnel et certainement dans les équipes de haut niveau. Que ce soit Sacramento qui a entraîné donc, avec Mourinho donc chez Tottenham ou dans d'autres clubs, ou même Adil Ramzi et Youssef Hadji qui ont beaucoup plus d'expérience internationale que Wehbi. Donc ça donne une idée sur le personnage qui est plus quelqu'un qui cherche à rassembler donc l'ensemble des compétences et de pouvoir travailler en tant qu'équipe plutôt que de se distinguer en tant que singularité. C'est plutôt une force ou une faiblesse que de s'entourer de cette manière-là? Hadji, Adil Ramzi aussi, c'est une force d'avoir des Marocains, les Carrefour Drari qui connaissent le terrain, qui connaissent. Tu sais que qui nous tokos, les vestiaires marocains. Il faut que ça reste marocain. Bon, je ne sais pas comment travaille Wahbi. On l'a vu en Coupe du Monde en Chili, on l'a vu en Coupe d'Afrique. Là, on va le découvrir avec les seniors, avec l'équipe première. Ça, on a beau dire Wahbi, laissons-le travailler. C'est sûrement ce qu'il fait. Et il va nous donner une réponse, lui, le jour du match, le 27, Inch'Allah. Malgré tout, on a le sentiment qu'ils ont un peu tardé à définir, au moins déjà peut-être pour la liste, ok, il faut prendre le temps, mais pour le staff, c'est quand même un élément qui devait apparaître relativement tôt pour donner le tempo de cette sélection. Absolument, absolument. Mais ça, ce qui prouve encore, ça prouve qu'il y a beaucoup de pourparlers, de va-et-vient entre Wehbi et entre la fédération, parce qu'à un moment donné, on entendait aussi que la fédération souhaitait que Rachid Ben Mahmoud reste dans le staff. Lui, il a décidé de partir. Lui, il a décidé de partir. Donc, il y a aussi des négociations avec Adil Ramzi, parce qu'il avait aussi une offre de la part de la fédération néerlandaise qui voulait qu'il soit coach des U23 et aussi assistant de Ronald Koeman. Mais il y a eu aussi donc, l'offre donc, de la fédération marocaine. Donc, c'est beaucoup de va-et-vient, ce qui prouve que les choses ne se passent pas de façon aussi simple et limpide qu'on pourrait l'espérer. Une fois que la liste sera communiquée à la fois du staff et des joueurs, finalement, c'est là que le plus dur commence. C'est là que le plus dur commence. C'est là où on va avoir le plus de commentaires, le plus de rumeurs, le plus de tout ce que tu veux. Et on va y avoir beaucoup de pression. Et je crois que j'ai vu comment Wahbi, déjà en tant que personne, il est serein. On l'a vu dans la conférence de presse la dernière fois. On n'a pas un entraîneur arrogant, un entraîneur qui minimise les autres, c'est un entraîneur qui sait ce qu'il fait. Il parle très très bien. Il répond à la foule. N'oublie pas qu'il est au Maroc, il a un public marocain. Donc il sait très bien qui s'en tenait. Parmi les noms qui ont circulé, j'aimerais avoir vos réactions. Yassir Zabiri et Ismail Baouf. Ouais. On devrait les retrouver, des U20. Déjà en défense, avec Baouf, les Marocains, Louedni ou la Harimat. Même en gardien de but, on a le retour de Teknauti. Bon, Teknauti va faire sa deuxième Coupe du Monde, si jamais il est qualifié. Mais une Coupe du Monde en bonne touche. Et ça se passe très bien pour lui, toujours en vacances.
On a un milieu de terrain avec, si on a Ounahi, avec le jeune, on a Gassim. Gassim qui est exceptionnel. Tu vois. Même le Barça est intéressé de Gassim. On a l'avant-centre, Zabiri. On a Mehma aussi. On a de grands joueurs. En national, on a Benjdita Dielfes qui fait une saison exceptionnelle. Il a le choix quand même de prendre des meilleurs joueurs. Sur ces noms qui circulent, quels sont ceux qui attirent le plus ton attention, Amine? Moi, les noms qui attirent le plus mon nom, enfin, je ne vais pas répéter ceux qui viennent d'être dits par Paco, je suis tout à fait d'accord, notamment les jeunes des U20 auxquels on va au moins donner une chance pour voir ce qu'ils valent sur le haut niveau et face à des équipes professionnelles et seniors. Il y a aussi, a priori, le cas de Issa Diop, qui devrait aussi peut-être, qui a accepté finalement de rejoindre la sélection marocaine après avoir déclaré publiquement qu'il n'était pas intéressé. Donc là, ça pose vraiment des questions sur l'utilité de pouvoir appeler un joueur pareil alors qu'il avait clairement dit qu'il ne souhaitait jouer que pour l'équipe de France. Est-ce que c'est de l'opportunisme? Est-ce que c'est de l'autre côté, on pourra dire oui, bon, c'est du win-win parce que c'est un défenseur qui a 29 ans. Il risque de jouer peut-être sa dernière Coupe du Monde et s'est dit pourquoi pas ne pas le jouer avec le Maroc. Mais dans quel sens et donc jusqu'à quel point il pourra s'intégrer avec l'équipe nationale? Est-ce qu'il portera vraiment les valeurs de cette équipe-là? Tout ça, c'est des questions qui se posent et c'est des points chauds que Wahbi devra gérer. Bon, juste revenir, moi je suis contre l'arrivée de Diop au Maroc pour la sélection. Pourquoi? Déjà, les déclarations qu'il a faites à la télévision en disant qu'il ne voulait jouer pour personne sauf la France, mais qu'il reste en France. Voilà. Et ça, dans le vestiaire, si jamais il est intégré, ça risque de créer des frictions. Gros problème en plus, l'âge. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de lui. Je pense que le problème, ça sera principalement avec la presse et avec les supporters. Parce qu'en sélection, on a déjà eu des cas de joueurs qui ont hésité, comme le cas de Brahim Diaz. Il a hésité pendant plusieurs années avant de venir au Maroc. Le principal problème ne sera pas vis-à-vis du vestiaire, mais plutôt vis-à-vis du public et des supporters. Et surtout, ce sont ses prestations avec l'équipe nationale qui vont définir. S'il fait 2 gros matchs contre l'Équateur et le Paraguay, on sera sûr que par la suite, le sujet ne sera même plus discuté. On va voir à quoi va ressembler donc cette liste qui est attendue. En tout cas, une liste dont les contours se dessinent déjà et reste maintenant à confirmer les choix avec les 2 épreuves qui nous attendent donc contre ces 2 équipes-là que sont le Paraguay et l'Équateur. L'actualité footballistique marquée par les compétitions africaines, messieurs, une ribambelle de matchs nuls. La Ligue des Champions donc avec Berkane face à l'Hilal du Soudan, 1-1. Berkane préserve ses chances. Oui, toujours. Berkane elle nous a habitués à la surprise. Donc on sait très bien, c'est une bonne équipe, une équipe stable, une équipe qui est très bien encadrée, une équipe qui a beaucoup d'argent, donc on n'aura pas ce problème, et qui marche très très bien. Que Berkane peut aller plus loin. Il y a pas mal de Berkane qui devraient rejoindre la sélection nationale d'après ce qui circule. Oui, Berkane aussi, elle a donné de grands joueurs aussi. On a des preuves avec la sélection de l'Algérie, on va le voir aussi avec Wahbi. On espère, Inch'Allah, qu'on aura Berkane en finale. Autre représentant du Maroc en Champions League africaine, l'AS FAR face aux Pyramides d'Égypte, là aussi 1-1. Qu'est-ce que ça laisse augurer pour la suite? Moi, contrairement peut-être à Paco, je ne suis pas très optimiste, que ce soit pour l'AS FAR ou même pour Berkane, parce que j'ai trouvé quand même que le niveau qui a été affiché pendant le match aller à domicile en plus ne présage peut-être pas d'une qualification par la suite. C'est tout le mal qu'on leur espère, c'est qu'ils puissent se qualifier. Maintenant, je pense qu'il faudra vraiment élever le niveau donc à l'extérieur et proposer autre chose que ce qui a été proposé. Parce que jouer de cette façon-là, que ce soit pour Berkane ou pour l'AS FAR contre des équipes et les laisser et se faire dominer à domicile, ça n'a pas été vraiment... J'ai beaucoup de doutes sur leur capacité à jouer des équipes de haut niveau quand il s'agit vraiment d'être dans des matchs couperés. Paco, la suite de la compétition. Sachant que le match d'Alger a été suivi par Wahbi dans les tribunes, donc on a eu un grand Tagnauti avec le match, attaquant bien comme il faut. Donc bon, Jeish, Inch'Allah, je vous dis, on a un problème d'instabilité au niveau des joueurs. Quand tu vois SFI en championnat, en Botola, et quand tu vois SFI en Champions... Alors justement, c'est l'autre point, en l'occurrence, la Coupe de la CAF, SFI contre le Wydad, 1-1, c'est assez surprenant. Très surprenant. Très surprenant, vu le niveau de SFI en Botola. Est-ce qu'elle fait en Coupe d'Afrique, en Confédération?
Et vu le Wydad aussi. Wydad il est en train de... C'est le Wydad qui était faible ou c'est Asfi C'est non, qui Wydad, a fait un bon jeu? Oui, Asfi, ils ont fait un grand match. Il faut dire, il faut donner à César ce qu'il y a à César. Mais moi, le niveau de Wydad me fait peur, l'instabilité. Moi, le départ d'El Ben Hachem, je ne sais pas. Mais bon, on verra. Le Wydad doit revoir ses cartes. Là, au niveau des joueurs, au niveau du staff, au niveau de la présidence. Donc, faire très attention. Et Asfi, moi, tu sais, le problème, on a 2 équipes marocaines. Moi, même si jamais Asfi se qualifie, on va rester avec Asfi marocaine. D'accord. Mais on aimerait bien ça risque d'être un peu compliqué pour la suite. Très compliqué. Ouais. Le Wydad, hein, c'est justement, on a les équipes casablancaises, que ce soit le Raja ou bien le Wydad, qui ont l'art de savoir se mettre dans une situation de crise. C'est-à-dire, juste après un mauvais résultat. Donc, contre les Phares, c'est vrai que la défaite contre les Phares à domicile a été un petit peu difficile, mais juste après... Mais la réaction a été immédiate. Par la suite, on entend que le président donc, du WAC, il était en négociation avec Mouta, on entend que peut-être avec Skitiwi. Donc, comment voulez-vous qu'un coach qui est sur la sellette puisse préparer ou bien que les joueurs puissent exécuter, faire respecter les instructions du coach lorsque on a autant d'instabilité sur un seul résultat. Donc ça ne m'étonne pas du tout, c'est le club de Casa, ils savent toujours créer donc des tensions et des crises de rien. Donc ça veut dire que le Wydad pour le prochain match, Safi n'a qu'à bien se tenir. Ah oui, ils ont intérêt à gagner ce match. Ils ont vraiment intérêt parce qu'on a déjà le boycott des Winners en Botola. Ils n'ont pas suivi l'équipe à Rabat. Donc le Winners, c'est une Oumma qui est très très forte. Et si jamais ils ne gagnent pas ce match, il va y avoir de gros problèmes au niveau du Wydad. Ça risque d'être chaud à suivre. Donc, autre information qui a marqué l'actualité de ces derniers jours, on est revenu sur la CAN. On essaye de refermer ce dossier, mais il finit par se rouvrir envers et contre tout et contre nous. Malgré tout, une information assez positive d'une CAN qui a été particulièrement suivie, une audience qui a augmenté de 61% par rapport aux éditions précédentes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui a vu cette CAN marocaine, qui s'est très bien déroulée jusqu'au dénouement final. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le sport africain suscite de l'intérêt, notamment à travers le monde d'ailleurs, mais en particulier en Europe, en Amérique. Il faut dire merci à l'Angleterre et à la France, qui ont joué un rôle exceptionnel dans le marketing de ce championnat, de cette Coupe d'Afrique, qui a été vu par plusieurs pays, même en Colombie, donc qui a été très bien marketé. Merci aussi à la Fédération marocaine, aux organisateurs, à ceux qui ont travaillé pour ces stades. Maintenant, Maroc est une plateforme de football. On a même le slogan de l'Office national de tourisme qui a changé, Morocco Land of Football. C'est une très bonne chose que le football était le meilleur ambassadeur d'un pays. Et on attend toujours le rapport de la CAF. On n'a pas encore osé. On a au moins les audiences, Amine. Non, mais ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, la CAN, si on enlève l'événement malheureux qu'il y a eu pendant la finale, ça a été un succès phénoménal. On l'a vu que ce soit en termes d'audience, on l'a vu aussi en termes de sponsoring et en termes donc d'attractivité de cette compétition qui est passée à un autre niveau avec l'organisation du Maroc. D'ailleurs, la CAF aujourd'hui, ou en l'occurrence son président Motsepe, sont en train d'attendre ou bien de vouloir demander au Maroc la possibilité d'organiser la CAN 2028 si elle est maintenue. Donc ça ne m'étonne pas tous ces chiffres-là parce que il y a eu vraiment donc un passage d'un niveau à un autre pour cette Coupe d'Afrique dans tous ces aspects. Et bien sûr, on sait que la CAF aujourd'hui, c'est une organisation, même si elle se dit à but non lucratif, mais l'argent compte quand même et compte beaucoup et comment pour elle. Donc, c'est pour ça que malgré tout ce qui s'est passé, ils attendent que peut-être les choses se tassent pour redemander au Maroc d'organiser la CAN en 2028. L'aspect obscur de la CAN, ça a été bien sûr les violences qu'il y a eu pendant la finale. Nouveau rebondissement, ou du moins suivi dans ce dossier, la suite du procès des 18 supporters hooligans sénégalais qui avaient été condamnés à des peines de prison en première instance. Ouais. L'appel devait s'ouvrir il y a quelques jours. Il a été reporté à la fin du mois. Ce dossier-là que l'on traîne vraiment comme une plaie, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il ne faudrait pas se dire, bon, baraka, ça fait il y a eu une sanction en première instance, je me montre où. Pas quoi. Moi, c'est une cicatrice qui ne va jamais guérir. Sachant que c'est joué quand même en des secondes.
C'est un pays qui rêvait d'avoir une Coupe d'Afrique après 50 ans. C'est une finale chez lui au Maroc, plein de choses. Mais bon, comme tu dis, c'est ce qui est fait, certes. Sous le hooliganisme, ce qu'on a vu à Rabat, donc il y a la loi qui passe avant tout. Ils sont au tribunal, ils ont eu quand même un procès équitable. On a des sanctions de 3 mois, 1 an, je crois. Amin. Moi aussi, je suis de l'avis de Paco. On en parlait. Hein. J'ai été au-dessus du virage des supporters sénégalais. Et ce que nous avions vu pendant cette finale-là, c'était quelque chose de très choquant, d'une violence inouïe. Donc aujourd'hui, la justice suit son cours. Il y a eu une première sentence pour le tribunal. Maintenant, il y a effectivement un procès en appel. Qu'on laisse la justice faire son affaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, que moi ou pour plusieurs Marocains, ce qu'on attend, c'est que justice soit faite et que ces événements-là, pour qu'ils ne puissent plus se reproduire, il faut donner l'exemple, tout simplement, et ne pas subir aucune pression de la part d'autres pays ou bien de la CAF ou autres sur la justice marocaine qui est indépendante et qui doit le rester. Le football marocain, loin des faits divers et des tribunaux, qui s'illustre sur la scène internationale. Vous l'évoquez dans vos instants foot. Lamia Boumehdi, à la tête de l'équipe féminine de Jordanie. Sacrée surprise. Les Jordaniens, qu'est-ce qu'ils ont avec le football marocain? Paco? Sachant que Lamia Boumehdi, elle était annoncée il y a quelques semaines en tant que coach de l'équipe nationale féminine. Et là, je sais pas, évidemment, ils ne sont pas ordonné de me payer plus, y aller, ça c'est normal, parce que j'ai aucun engagement vis-à-vis de la fédération. Et la Jordanie, elle a vu ce que le Maroc a apporté à son football. Depuis Mouta, depuis Slami et tout, ils ont vécu des choses qu'ils n'ont jamais vécues grâce au Maroc. On a eu maintenant l'arrivée de Zerindo aussi, les moins 23, on a l'arrivée de Lamia chez les féminines. Bon, très très bien. On aura toujours de l'exportation des joueurs et un grand merci, la vérité, à l'investissement qui a été fait par Sa Majesté l'Académie Mohamed VI. C'est le résultat de la formation marocaine. Beaucoup de formations, beaucoup d'ateliers, beaucoup de grandes personnes qui viennent au Maroc pour donner des cours à nos jeunes. La preuve, voilà, on a des coachs exportables. Amin, Lamia Boumehdi, un parcours qui s'est illustré, elle ne sort pas de nulle part, elle a un vrai bagage footballistique, notamment en République démocratique du Congo, où elle était aussi chez les féminines. Oui, effectivement. Donc, Lamia Boumehdi, Abdeltaït Fijerindo ou bien d'autres personnes. Il faudra aussi, comme l'a souligné Paco, remercier l'Académie pour la formation des joueurs, mais aussi remercier la direction technique nationale qui a travaillé sur un plan de formation des formateurs et des cadres du football. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une panoplie d'entraîneurs marocains, que ce soit des anciens joueurs ou bien d'autres personnes, qui s'illustrent aujourd'hui. Et c'est ce qui nous donne aujourd'hui même, on va dire, le choix et donc le luxe de pouvoir choisir entre ces personnes-là pour entraîner les sélections marocaines, que ce soit des A et des féminines. Donc ça ne m'étonne pas, c'est ce qu'on est en train de dire. Ça fait 10 ans ou bien plus qu'on est en train de travailler sérieusement sur ce chantier-là. Et ce chantier-là, maintenant, porte ses fruits avec des cadres de haut niveau qui s'exportent. Si ça se passe bien pour le football marocain sur ces différents aspects, malgré toutes les interrogations et les inconnus qui peuvent subsister, grosse inconnue en revanche pour le mondial. On est à quelques semaines à peine. Le conflit, malheureusement, au Moyen-Orient perdure, ce qui n'est pas sans impacter la faisabilité et l'organisation de la Coupe du Monde. Il y avait beaucoup de doutes sur la tenue du match de l'Irak, match barrage qui devait se tenir au Mexique. Finalement, les Irakiens disent qu'ils vont jouer la rencontre malgré tout. Le Mexique d'ailleurs, où la situation sécuritaire n'est pas au mieux. La fédération irakienne a officialisé le fait que l'équipe va se déplacer au Mexique pour le match barrage, mais le trajet va être difficile. On verra quel parcours ils vont prendre, parce que le coach déjà il n'est pas dans le pays, donc il va les attendre lui en premier et après ils vont le rejoindre. Il y a d'autres joueurs aussi qui évoluent dans différents clubs internationaux. Donc qui iront directement au Mexique. Pour du mondial, ça en fait une édition qui est quand même pas mal chamboulée, Amine. Elle est très chamboulée. Donc on en a parlé avant. C'était les violences à un moment donné au Mexique. Maintenant,
Il y a aussi donc la guerre au Moyen-Orient qui risque encore de s'embraser, notamment avec les derniers développements. Donc ça va nous donner une Coupe du Monde avec un goût assez bizarre. On ne sait pas comment les choses vont se passer, surtout pour les sélections qui sont engagées dans les conflits. Donc notamment il y a l'Iran, éventuellement il y a maintenant aussi l'Arabie Saoudite, l'Irak aussi. Donc ça va faire très très bizarre. On verra comment les choses vont se passer. On espère juste que la fête du football ne sera pas gâchée et surtout que ces conflits-là vont se calmer, s'apaiser d'ici là, parce que de toute façon, au-delà du football, je pense que ce qui est en train de se passer est très regrettable pour surtout les populations civiles et les victimes qui sont en train de subir. Conséquences et répercussions, on l'évoquait à l'instant, du conflit au Moyen-Orient, l'annulation de la finalissima qui devait opposer l'Espagne à l'Argentine et se tenir au Qatar le 27 mars. Finalement, elle n'aura pas lieu. On voit à quel point ce conflit a des résonances très regrettables sur le foot, Paco. Bien sûr, ils avaient proposé l'Italie avant, donc l'Argentine était contre parce qu'elle veut jouer dans un terrain neutre qui ne soit pas en Europe. Donc c'était prévu depuis le début de jouer au Qatar. Même une campagne de communication qui était prévue même au moment de la Coupe du Monde, plutôt la Coupe arabe. Il y avait une campagne exceptionnelle pour cette finalissima. Bon, on aurait dû voir Lamine Yamal et Messi sur le terrain, ça ne va pas se faire. Ils ne veulent pas jouer en Europe. Ils ne sont pas mis d'accord, effectivement, sur les destinations. Je l'aurais bien vu au Maroc. Voilà. On a l'infrastructure, là, pourquoi pas ben oui, pourquoi ça aurait pu être une bonne idée, Amine. Voilà. Absolument. Enfin, j'étais en train d'y penser. Je me suis dit, on a un super stade comme le complexe Moulay Abdallah et il peut accueillir une finale pareille. Si les deux équipes, comme on l'a dit, l'Argentine souhaite jouer dans un terrain neutre, ben, il jouera au Maroc, en Afrique. Et au lieu de jouer au Qatar ou en Asie, donc ça serait peut-être vraiment une belle occasion, une belle opportunité pour le Maroc à saisir. Maintenant, voilà, dans ce genre de situation, il y a un aspect politique, diplomatique à gérer. Il faut voir les relations maintenant actuelles entre le Maroc et le Qatar. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération avant de donner l'aval. Mais moi, je suis sûr que cette idée-là, vu qu'aujourd'hui, la façon dont on y a pensé, certainement au niveau de la fédération, on l'aura au moins effleuré. On clôt cette édition, comme le veut désormais la tradition, avec les fous de foot et le cas du joueur de Chelsea en Champions League, Pedro Neto, qui a eu un coup de sang contre un ramasseur de balles qu'il a bousculé. Il est passé devant les instances de l'UEFA. Finalement, il s'en sort avec un simple avertissement, mais quel mauvais geste. Ouais, il a été rapide, il s'est excusé vite fait, il a fait une conférence et tout. C'est une chose qui arrive quand même. C'est que le rôle du ramasseur de balles dans un match de foot décisif est très important. On a vu Mourinho gagner grâce à un ramasseur de balles. Qui avait donné le ballon très très vite. Donc c'est très très délicat. Et les ramasseurs de balles, c'est toujours des futurs joueurs de même équipe. Donc ils sont sur place. Ils essaient d'aider. Ils sont partisans. Ouais. Neto était un peu rapide, agressif. Et alhamdoulilah, il s'est excusé au bon moment. Là, vu la sanction, là, il s'en est sorti bien comme il faut. Le mauvais geste de Pedro Neto, Amine. Non, mais ce qui est intéressant dans ce geste-là, c'est de voir comment les joueurs sont conditionnés dans un match de foot et que le simple geste, on va dire la simple chose qui puisse, la pierre qui va arrêter donc le parcours fait en sorte que donc les joueurs deviennent très très agressifs. Ça prouve que peut-être que des fois on prend le sport trop au sérieux. Si on revient un petit peu donc d'une vue plus objective, on se dit que peut-être que Pedro Neto a abusé avec un gamin, mais quand on se met à la place donc des joueurs de foot, déjà nous, juste quand on joue un match de foot sans enjeu, on se voit surtout pendant le mois de Ramadan comment on devient. Donc c'est intéressant de voir un petit peu comment une compétition elle impacte notre façon de réagir. Mais c'est un geste qu'il ne fallait pas commettre, même si le petit ramasseur de balles a tardé à lui rendre le ballon. Merci messieurs de nous avoir accompagnés pour ce 11e numéro d'On s'en fout. Paco Mounir Messari, la voix
marocaine de la FIFA et des compétitions footballistiques. Et merci à toi, Amine Abdelmoula. Je rappelle que tu es podcasteur, créateur de contenu autour du foot. On peut te retrouver sur Instagram également. Et consultant en technologie. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'On s'en fout depuis les studios de Podcastier. Et n'oubliez jamais que quoi qu'il en soit, on s'en fout.